chaîne Ksenia Fedorova, l'ancienne patronne de RT France, mais pas que, l'auteur d'un ouvrage qui a été extrêmement remarqué sur la censure dernièrement. Il nous rappellera la maison d'édition, je ne l'ai plus en tête, ça m'arrive encore d'avoir des trous comme ça. Mais c'était un sujet que je voulais qu'on aborde depuis longtemps, à savoir la censure, les dérives orwelliennes en Europe. Enfin, tout simplement un sujet qui est l'inversion des rôles. Dans le temps, c'était l'URSS qui censurait, c'était Solzhenitsyn, c'était tout ça. Et puis, maintenant, on a l'impression que l'UE est en train de se livrer aux mêmes pratiques en se présentant comme dans le camp du bien. Alors, on avait reçu Régis Le Sommier, dont l'ouvrage qui est Le diable, l'autre ou l'Occident traitait exactement de ce sujet. Et ben, en fait, on invite Ksenia Fedorova ce soir pour parler du même sujet parce qu'il est dans le Zeitgeist, dans l'air du temps, l'esprit du temps, à savoir qui est le diable, l'autre ou l'Occident, qui peut se décréter dans le camp du bien ou dans le camp du mal. Vous avez connu ça déjà avec George Bush. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. L'axe du bien contre l'axe du mal. À l'époque, vous vous rappelez que les États-Unis étaient complètement prêts à envisager de faire entrer la Russie dans l'OTAN. Donc la Russie n'était pas techniquement dans l'axe du mal. Et puis, 20 ans plus tard, le rapport de force, la mondialisation, l'émergence d'une Russie qui est capable de tenir les sanctions américaines, c'est même le seul pays au monde qui le peut. Aujourd'hui, même la Chine craint les sanctions américaines. La Russie est le pays au monde qui, pour l'instant, les craint le moins, même si elle est en train de normaliser ses relations. On va en reparler aussi. Mais cette vraie question téléologique aussi, ontologique en même temps, c'est les deux, c'est le commencement et la fin, ontologique, téléologique. Cette question du mal, du bien, de peut-on encore aujourd'hui en matière journalistique dire il y a un camp du bien et un camp du mal? Eh ben, c'est ce dont on va parler dans cette émission. Ksenia Fedorova, bonsoir. Bonsoir Idriss. Ravi de vous avoir vraiment dans l'émission. Alors, vous pouvez vous présenter rapidement pour les quelques personnes dans ce direct qui ne vous connaîtraient pas encore? Moi, je suis journaliste russe et j'étais la directrice d'information, la présidente d'une chaîne qui s'appelait RT France, une chaîne qui s'est installée en France en 2017. Et en fait, cette chaîne était censurée, interdite par l'Union européenne, par Ursula von der Leyen, quelques jours après le début du conflit en Ukraine. Voilà. Donc ça, c'est... D'ailleurs, vous dites quelques jours après le début du conflit en Ukraine. Bah, même là aussi, on est dans l'ère de la post-vérité parce que Macron a dit non, mais finalement, le conflit, il a commencé en 2014. Ce qui est exact. Bon, ce qui est exact. Mais c'était pas exact du temps où vous avez été censuré. À cette époque-là, on n'avait pas le droit de dire que le conflit avait commencé en 2014. Donc, si on reprend les propos d'Emmanuel Macron maintenant, bah, vous n'avez pas été censuré à cause du début du conflit puisque le conflit avait déjà lieu. Enfin, on voit qu'il y a certaines contradictions qui commencent à émerger. Absolument. Et vous savez, Idriss, notre chaîne était déjà de façon sanctionnée par Emmanuel Macron parce que nos journalistes, qui étaient journalistes français avec les cartes de presse, et en plus, je dois ajouter que la chaîne a signé une convention avec le CSA, l'ARCOM aujourd'hui, et en fait, jamais été sanctionnée par cet organe. Et Emmanuel Macron et son équipe sont interdits, les journalistes de RT France, à l'Élysée, et aussi tous les ministères, le ministère des Affaires étrangères, etc. Donc, on ne pouvait pas vraiment faire la couverture comme tous les autres journalistes français parce qu'on était interdit. Et c'était bien avant 2022. Bah, alors, voilà, ça lance bien le sujet parce que, bon, vous êtes très jeune, vous n'avez pas connu l'Union soviétique, mais vos parents l'ont connu. Jacques Beau, le colonel Jacques Beau, suisse, et je voudrais qu'on commence avec cette citation, arrête pas de répéter dans toutes ses émissions, et je lui en sais gré, il disait, en Suisse, au cœur de la guerre froide, on pouvait acheter la Pravda. On pouvait l'acheter dans n'importe quel kiosque. On allait à Genève, à Lausanne, à Zurich, à Berne, Berne qui est un nid d'espions. On pouvait trouver la Pravda. Bon. On était au cœur de la guerre froide, les dangers étaient réels, et il y avait de vrais risques de conflit nucléaire entre la crise des missiles de Cuba d'un côté, l'exercice de l'OTAN Able Archer en 83. Enfin, c'était des moments où l'Occident pouvait se considérer en guerre avec le pacte de Varsovie. Et pourtant, même à ce moment-là, on pouvait trouver la Pravda dans les kiosques. Aujourd'hui, on peut lire et écouter, par exemple, la BBC à Moscou. On est d'accord? Oui, c'est toujours accessible en ligne, mais je peux aussi ajouter qu'en Suisse, même aujourd'hui, RT, une chaîne qui est une chaîne basée à Moscou. Aujourd'hui, il n'y a plus RT France, mais il existe toujours RT en anglais, en arabe, en espagnol, et même une rédaction en français avec une toute nouvelle équipe qui diffuse d'actualités depuis Moscou. C'est toujours accessible parce que la Suisse n'a jamais censuré une chaîne, parce que la liberté.
Exactement, la liberté d'expression est toujours en vie en Suisse. En revanche, en Union européenne, c'est plus possible. Et c'est terrifiant parce que pendant 20 ans, moi je me souviens de la guerre en Irak, j'étais lycéen à l'époque, on nous présentait que justement c'était une guerre pour nos valeurs. Les valeurs qui sont la liberté d'expression, la démocratie, la liberté d'opinion, etc. Qui sont pas les mêmes choses d'ailleurs. La liberté d'opinion et la liberté d'expression sont même deux choses différentes sur le plan philosophique. Et là, on voit qu'en fait, non, on peut comme ça censurer une chaîne. Donc, je voudrais vraiment repositionner les choses clairement, enfin les réaffirmer. À l'heure où on parle là, pendant ce direct, à Moscou, un Russe peut très bien écouter la BBC ou France 24. Il n'y a pas de censure sur la BBC ou France 24 là-bas. Voilà. N'importe qui peut l'écouter. Moi, je peux pas, en Union européenne, écouter RT. Que j'aimais écouter, en le croisant, il y aura zéro complaisance ce soir. Je veux dire, c'est un média d'État. Très bien. France 24 est un média d'État. La BBC est un média d'État. CNN appartient à Time Warner. Mais bon, concrètement, on sait que CNN a quand même très peu tendance à être critique de la politique étrangère américaine. Sauf depuis l'élection de Trump, ça peut encore se discuter. Mais typiquement, pendant la guerre en Irak, c'est pas CNN qui disait « Ah non, finalement, Saddam Hussein n'a pas d'armes de destruction massive ». Et en plus, CNN n'était pas interdit à cause de la guerre en Irak. Exact. C'est vrai que voilà, CNN avait propagé des mensonges, à savoir les fameuses armes de destruction massive de Saddam Hussein, qui étaient un faux. Bon, il n'y a pas eu d'interdiction de CNN en France, ni dans toute l'Union européenne. Donc moi, c'est cet aspect-là qui commence à me terrifier, parce que beaucoup de gens soulignent que l'Union européenne est en train d'avoir certaines dérives un peu totalitaires, avec notamment Thierry Breton qui voulait interdire X. Alors là, pareil, moi je me souviens plus. Est-ce que X est interdit en Russie ? Vous savez, il y a eu un moment où je pense que oui, c'était interdit. Et il faut comprendre aussi que X avant Musk, c'était Twitter et Twitter était assez biaisé. En fait, moi, je me souviens. Révolution colorée, etc. Ouais. Exactement. Donc, malheureusement, ça arrive aussi, comme Rumbler était interdit en France parce qu'il ne voulait pas sanctionner RT France à l'époque. Donc, une plateforme était sanctionnée par l'Union européenne finalement. Donc oui, malheureusement, ça existe. Il y a des situations où les plateformes sont sanctionnées, mais en Europe, je pense que la façon comment c'est fait, c'est quand même extraordinaire. Sans vote, sans rien, comme ça, en un claquement de doigts d'une personne non élue. D'ailleurs, Ursula von der Leyen n'a pas de mandat populaire. Et comme ça, une personne au passé très controversée par ailleurs et qui a été citée dans pas mal de scandales de conflits d'intérêts, notamment avec les financements qu'elle a fournis à son mari, qui possède une start-up en biotech et qui a reçu des financements très étranges de la Commission. Eh bien, du jour au lendemain, en effet, interdit RT et aussi Sputnik, qui était au passage des chaînes sur lesquelles j'ai eu l'honneur de passer à plusieurs reprises, même si j'ai jamais travaillé pour elles. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler comment ça s'est déroulé? Parce que RT était une société française, on avait des journalistes excellents comme Frédéric Egouy, que je salue, qui est un journaliste d'exception, qui se sont retrouvés comme ça au chômage du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Oui, alors, déjà, je parle de ça dans mon livre qui est publié chez Fayard. Vous l'avez avec vous par hasard? Avec moi? Oui, si vous l'avez avec vous. Je l'ai oui, je peux les récupérer. Alors, dès qu'on aura une pause, je vous prierai d'aller chercher pour pouvoir le montrer. Donc, dans ce livre, je raconte comment, en fait, c'est passé, et je parle de cette censure, mais aussi la censure qui existait déjà avant 2022. Donc, pour moi, 2022 et conflit en Ukraine, c'était qu'un prétexte de nous interdire parce que déjà, RT France est une plateforme qui n'était pas sous contrôle d'Emmanuel Macron et finalement, on a touché les sujets qui sont des sujets sensibles et je pense que c'est vraiment, à mon avis, ce n'est pas plus à Emmanuel Macron, par exemple. Il y a un moment où il dit qu'il regardait, ce n'est plus BFM la première sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est RT, c'est Russia Today, Sputnik. Voilà. C'est vrai qu'à un moment, on a fait la couverture massive. Quand je dis massive, c'est-à-dire en direct, sans coupure de mouvement des Gilets jaunes. Et on était beaucoup critiqués pour ça et même accusés. Les Gilets jaunes, c'est exact. Les seuls médias professionnels à couvrir les Gilets jaunes en France. Je vous rends la parole. Exactement. Nous et nos frères et sœurs chez Sputnik, même si on n'était pas la même média, mais quand même on était proches. Donc ils ont fait ça aussi. Et moi, je me suis dit, bon, c'est un mouvement massif, c'est très important. Je ne comprends pas comment et pourquoi les médias généralistes, les médias mainstream, en fait, ne fait pas la couverture. Et quand il le fait, il y a tout de suite une façon de
diabolisation des gilets jaunes pour dire voilà, ce sont les black blocs, ce sont les casseurs. Donc il y a eu ces genres de couverture qui m'a vraiment, vraiment étonnée. Et nous avons juste fait notre job. Donc, c'est-à-dire que chaque samedi, on a envoyé le journaliste sur les terrains, on a fait le couverture en direct et on a donné la plateforme à Gilets jaunes de s'exprimer, comme on a donné le point de vue de l'État, parce qu'on a toujours eu cet équilibre, comme on était très surveillé par l'ARCOM, on était toujours on a fait toujours très attention de ne pas faire une couverture qui est one-sided, qui est biaisée. Voilà, donc on nous a accusé de déstabilisation de la France avec cette couverture, ce qui est étonnant en fait. Donc aujourd'hui, si vous touchez les sujets qui sont sensibles, comme la crise sanitaire par exemple, encore un autre exemple révélateur, quand vous ne pouvez vraiment pas donner la parole aux experts qui osent poser les questions sur l'efficacité, par exemple, de tel ou de tel vaccin, ou l'efficacité des mesures qui sont prises par l'État. Et ça, on a vu ça et c'était hyper révélateur pour nous. Pour moi, je parle de ça dans mon livre aussi. Je pense qu'il y a une façon de, pas seulement censure, mais aussi une façon d'autocensure parmi les journalistes. Aujourd'hui, dans les paysages audiovisuels, je pense qu'il y a les journalistes qui pensent, OK, ces sujets, je ne les touche pas, ou je les touche, mais seulement je relaie cet point de vue officiel. En fait, c'est exact. On a même, pardonnez-moi, notre confrère Geoffroy Lejeune, qui est donc directeur de la rédaction du JDD, qui a dit sur un plateau, sur CNews, il avait été attaqué pour ça, alors qu'il a été extrêmement courageux, en un sens. Enfin, certes, il aurait pu être courageux avant, beaucoup de gens lui disent, mais ça dépendait pas de lui, ça dépendait des rédactions. Il a dit, les effets secondaires, par exemple, de Pfizer, dont je rappelle qu'ils ont doublé la quantité d'amendes qu'ils ont eues. Donc, j'ai fait cette vidéo sur les amendes qu'ils ont reçues dans toute leur existence. Plus de 5 milliards à l'époque de dollars. En fait, aujourd'hui, ils ont dépassé les 10. Donc, entre le moment où ils ont lancé l'inocule ARN et maintenant, ils ont doublé la quantité d'amendes qu'ils ont reçues. Rien que mentionner ça était blacklisté sur les rédactions. Et on est d'accord, enfin, vous êtes journaliste. Je ne sais pas si d'ailleurs vous êtes journaliste depuis le début, c'est-à-dire si vous avez voulu étudier le journalisme, si c'était votre vocation initiale. Mais en tout cas, vous maîtrisez parfaitement la charte de Munich. Bon, la question est simple. Est-ce que c'est du journalisme de censurer des sujets ? Non, bien sûr que non, et c'est pas à nous de juger non plus. Et ce que je vois, en fait, il y a beaucoup de journalistes qui se prennent pour les juges. Même, vous savez, aujourd'hui, avec mon livre qui vient de sortir, je suis jugée, je suis vraiment critiquée par beaucoup de journalistes, les fact-checkers, mais je pense que là, c'est parce je pense qu'on va y revenir avec vous sur ces sujets, mais aussi parce que je touche ces sujets dans mon livre et je parle des fact-checkers et de leur rôle dans cette autocensure qui est énorme. Et c'est incroyable, il se prend pour les juges, il y a beaucoup d'opinions en fait, il n'y a pas suffisamment d'effets. Ce que je trouve aussi très important, étonnant, c'est que il, dans une façon, infantilise les Français, c'est-à-dire qu'ils décident pour eux à quoi ils doivent de regarder, quel média délire, quelle radio d'écouter, mais laisser les Français décider pour eux-mêmes s'ils veulent ou pas. S'ils n'aiment pas ce qu'ils voient, ils vont changer la chaîne et c'est vrai que cette infantilisation est remarquable parce que on l'a vu aussi avec donc les fact-checkers que vous mentionnez qui sont pas du tout fact-checkers dans le sens authentique du terme puisqu'ils ont propagé des fausses informations. On le sait avec Julien Pain qui parlait de l'impossibilité d'un pass vaccinal notamment. Et puis on a eu d'autres dingueries sur lesquelles on va revenir. Enfin, notamment sur le conflit ukrainien avec l'histoire du Ghost of Kiev qui était une intox, l'histoire de Snake Island qui était une intox, c'était faux. Bon, et tout un tas d'autres sur lesquels, encore une fois, on va revenir. Et ces fact-checkers les ont propagés sans jamais s'excuser. On sait que LCI avait même parlé d'un effondrement du cours de l'action de X, qui n'est plus cotée en bourse. Pour des fact-checkers, ça fait quand même un peu ridicule. Donc on voit en effet cette infantilisation. Et il faudra qu'on la développe parce que je sais aussi que RT, en fait, cartonne en Afrique. L'Afrique francophone aujourd'hui fait beaucoup plus confiance à RT qu'à France 24. Donc, on voit bien que quand des gens ont le choix, ils se tournent vers une chaîne qui a, sur leur secteur géographique, peut-être moins de conflits d'intérêts. Et après tout, encore une fois, toutes les chaînes d'État ont forcément un biais. Et donc, il n'y a pas de souci à les croiser. C'est l'interdiction de pouvoir croiser les chaînes et de choisir justement les perspectives qui est inacceptable en démocratie. Oui, c'est vrai qu'il y a en Afrique, mais je pense que vraiment c'est la faute de médias français parce qu'ils ont perdu la confiance
des spectateurs et des lecteurs francophones en Afrique, parce qu'en fait, je pense que la façon comment les news sont couverts dans ces régions est toujours un peu bon, c'est toujours côté de la France, et je pense que c'est pas à cause des RT, Russia Today, qui aujourd'hui les médias français n'ont plus la même visibilité. C'est vraiment parce qu'ils ont fait déjà ça à l'époque, ils ont perdu cette confiance. Et ça se passe, et la même chose se passe ici en France, je pense, parce que les gens sont en train de perdre confiance en médias mainstream. Et ils cherchent des sources alternatives, et c'est pour ça, je pense qu'ils s'inquiètent les pouvoirs. Et c'est pour ça on voit ce genre de mesures, les menaces de censure, les menaces de Thierry Breton de censurer X s'il devient trop libre. Je pense que il y a un décalage entre ce que veut les contrôles qui l'Union européenne, les pouvoirs veut installer, et ce que veut les gens en fait. Et les gens ne sont pas stupides, ils comprennent ce qui est la situation est plus grande que ça. Quand je regarde, vous avez mentionné aussi, pour moi, c'est un exemple d'une chaîne qui fait la propagande pour plusieurs années, la propagande d'un côté, la propagande narrative de l'OTAN, de narratif atlantiste, le démocrate néoconservateur. Franchement, je suis étonnée. Comme d'habitude, je regarde, je peux plus regarder en fait cette chaîne parce que il y a qu'un côté, il y a beaucoup de mensonges, on sait. Mais en même temps, il y a deux points de mesure, c'est-à-dire que je n'ai pas vu l'ARCOM sanctionner ou même averti ces chaînes en manque de rigueur, en manque d'équilibre. C'est absolument possible de dire les choses qui sont pas vraies. Et, Parlons de l'ARCOM une seconde, parce que, et on reparlera de LCI, puisque c'est tout le sujet de cette émission. Dans laquelle, il faut le dire, enfin, je sais que vous êtes très réservé et vous n'avez pas voulu forcément oser ce terme, mais je peux me permettre, et j'ai aucun devoir de réserve, il y a eu sur LCI un véritable racisme anti-russe. Par moment, il y avait vraiment une déshumanisation, c'est-à-dire les soldats russes se battent comme en 1914, ou sont des animaux. Enfin, il y avait des sous-entendus qui étaient absolument inacceptables, pas seulement d'un point de vue journalistique, mais d'un point de vue purement humain, d'un point de vue purement philosophique. Des choses n'étaient pas acceptables. Et c'est ce racisme décomplexé dont je veux aussi qu'on parle ce soir. Mais si on parle de l'ARCOM, vous avez souligné un point important. Quand vous avez couvert les Gilets jaunes, là, ça y est, vous étiez dans le collimateur. Parce qu'en effet, il est factuel de rapporter que les Gilets jaunes ont vraiment inquiété le pouvoir macroniste et qu'on sait que Macron était à deux doigts de sauter dans un hélicoptère depuis l'Élysée quand les Gilets jaunes se sont approchés de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Et d'autres personnes ont été censurées qui ne sont pas liées à l'État russe, à savoir Anne-Laure Bonnel. Alors, elle a été attaquée, on a prétendu qu'elle était pro-russe, ce qui est tout à fait faux. Il n'y a pas la moindre preuve de cela, mais elle avait rapporté notamment la guerre dans le Donbass dès 2014, et ensuite elle a rapporté les Gilets jaunes. Elle a couvert les Gilets jaunes, elle a connu la même censure que vous. C'est là que je voulais en venir. Elle a connu la même censure que vous, alors que l'argument de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine ne faisant pas partie de l'Union européenne, bon, ok, mais cet argument n'existait pas. Et puis, on a eu la même chose avec Touche pas à mon poste, qui est une émission qu'on peut aimer ou détester, il n'y a pas de problème, mais qui a donné la parole à certains Gilets jaunes et qui a donné la parole à des victimes d'effets secondaires, notamment Marc Doyer, dont la femme est morte d'un Creutzfeldt-Jakob induit par le vaccin Pfizer, enfin, l'inoculat Pfizer. Et dans les deux cas, ces chaînes ont été censurées. Enfin, Anne-Laure Bonnel d'un côté, Touche pas à mon poste de l'autre, avec C8. Donc on voit bien que l'argument en fait du méchant russe ne tient pas, puisque de toute façon, la France va censurer des chaînes même si elles n'ont aucun lien avec la Russie. Ce que je dis à l'époque, quand la chaîne RT France était interdite, je dis ça dans mes interviews, nous sommes qui le début, c'est qui est le début, qui sera le prochain. Et on voit très bien que le prochain, c'était C8, même si il y a quelques journalistes qui essaient de dire que non, c'était pas sanctionné, c'est juste la licence n'était pas renouvelée, mais non, c'est aussi en façon de censure, n'est pas renouvelée en licence sur TT quand une chaîne était hyper populaire. Regardez, s'il y a des problèmes avec une émission particulière, il y a toujours les moyens de trouver une solution, mais arrêter, pas renouveler la licence d'une chaîne entière avec plus que 400 salariés, si je me trompe pas, ça, c'est une vraie censure. Et c'est pas la fin. Et on va voir beaucoup plus de ce genre de choses si les gens ne réveillent pas. Et quand je parle des gens, je parle aussi des journalistes, parce que il me semble que les journalistes pensent que ça ne les touche pas.
En fait, parce qu'ils sont pas d'accord avec le point de vue des autres qui sont sanctionnés aujourd'hui, ce n'est pas une garantie que demain ils ne seront pas sanctionnés eux-mêmes. Absolument, Et pour absolument. moi, cette manque de solidarité, c'est vraiment c'est triste. Il faut Mmh. vraiment que les journalistes sont ensemble pour comment dire, faire une contradiction à cette censure. Contradictoire, absolument. On peut pas avoir de journalisme sans contradictoire. Et aujourd'hui, on a une élimination systématique du contradictoire. Alors, dans les faits d'actualité, donc vraiment, je voulais rappeler que Al Jazeera est disponible en Russie. Bon, c'est un autre média d'État. CNN est consultable en Russie. La BBC est consultable en Russie. Bon. Et en France, Al Jazeera, CNN et la BBC, jusqu'à preuve du contraire, sont consultables aussi. Donc, on voit vraiment une discrimination très précise. Et même CCTV, qui est le média d'État chinois, l'équivalent de RT pour la Chine, est consultable dans les hôtels américains ou français. Donc là, vraiment, on voit que vous faisiez peur, quoi. Il y avait quelque chose, vous gêniez. On avait quelque chose qui n'était pas tolérable dans cette notion de full spectrum dominance, à savoir qu'il faut maîtriser tout le narratif sur tous les fronts. Or, dans le contexte actuel, bon, je peux avoir sollicité votre opinion, mais vous n'êtes pas obligé de la donner, sur une déclaration d'Ursula von der Leyen il y a quelques jours, donc